Bonjour Didier. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté ce moment d'échange qui est organisé donc par le cercle thématique urbanisme et immobilier des shifters. Donc des shifters, la branche associative du Shift Project. Très rapidement, dans le cadre du CT, nous on aborde et on étudie un certain nombre de thématiques liées à la décarbonation du logement, puisque c'est un des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Et en fait, face à cette problématique, il y a plusieurs pistes, plusieurs actions à engager. Et selon nous, parmi ces pistes, une des plus impactantes, ça consiste à améliorer et mieux utiliser le bâti existant. Donc l'améliorer, ça passe entre autres par la rénovation thermique globale des immeubles. Et pourquoi mieux améliorer l'existant, mieux l'exploiter, son potentiel, c'est avec l'objectif à terme de réduire la production en fait, de logements neufs par artificialisation des sols et donc d'atteindre les objectifs, les exigences du ZAN. Vous, Didier, avec UpFactor, vous faites un peu d'une pierre deux coups, mais vous allez nous expliquer ça un peu plus en détail. Je vais vous laisser la parole. Avant ça, pour ceux qui sont connectés avec nous aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà et tout au long de la présentation inscrire vos commentaires et ou questions dans le chat. Et on y reviendra, on balayera tout ça à la fin de la présentation. Si c'est OK pour vous, Didier, je vous laisse la parole. Super, écoutez, merci beaucoup. Je pense que là, au niveau son, tout est OK, ouais, Tiffany? C'est bon. Allez, c'est La super. présentation aussi, Elle est en ligne. C'est parfait. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, effectivement, aujourd'hui, moi, je vais vous parler du foncier aérien. Alors, c'est une notion qui est exploitée maintenant depuis un certain temps par plusieurs acteurs. On a eu la chance d'avoir un très bel article par Sylvain Grisot récemment qui a pu valoriser tout le travail que UpFactor mène sur le sujet. Notre idée a été de s'interroger à la suite de ma pratique d'architecte. Je suis architecte, j'ai réalisé plusieurs projets de surélévation de bâtiments au cours de ma pratique architecturale, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait partout et que pour évaluer, essayer de faire en sorte qu'on exploite comme il faut ces délaissés urbains ou en tous les cas ces restes à construire bâtiment par bâtiment, il fallait qu'on l'aborde d'une manière un peu plus globale. Voilà. Alors, petit rappel, déjà, le foncier aérien, en fait, c'est l'outil, on va dire une opportunité de valoriser, on va dire, des restes à construire, des droits à construire qui ne sont pas exploités aujourd'hui sur les bâtiments existants. Nous, chez UpFactor, on a décidé d'en faire un véritable outil de la rénovation globale en monétisant finalement ces droits à construire directement aux travaux de rénovation globale des bâtiments existants. Deux grands types de clients sont potentiellement intéressés par cela. D'un côté, des propriétaires uniques, alors des bailleurs sociaux, des foncières ou des collectivités locales, qui, eux, ont un principal problème, c'est qu'on ne peut plus construire des besoins au plus près des besoins parce qu'il n'existe plus de terrain disponible pour réaliser ces opérations. De l'autre côté, le secteur de la copropriété, pour info, c'est un bien sur deux en France est détenu en copropriété. C'est un point très important. Et ces gens-là font face à un entretien de leur patrimoine toujours plus coûteux, avec notamment une facture énergétique qui a complètement explosé ces dernières années, et ces derniers mois en particulier. Je dirais que la loi climat et résilience, elle a été faite pour nous, je dis ça en rigolant bien sûr, mais en gros, on coche toutes les cases. C'est-à-dire que, la zéro artificialisation des sols, bien sûr, puisque notre objectif, c'est de travailler sur l'existant sans venir artificialiser des zones qui ne le sont pas. Travailler, bien sûr, sur la rénovation de l'existant, parce que ça, c'est vraiment un outil très important en apportant un financement complémentaire à cela. Et enfin, c'est aussi un moyen de créer des logements au plus près des besoins, au cœur des villes et des métropoles, de manière à utiliser pleinement toutes les infrastructures qui sont à disposition, on va dire que ce soit des transports, là sur l'infrastructure d'acheminement énergétique, mais également tous les services publics qui sont attachés au logement dans les villes. Point important également, que toute cette démarche UpFactor, elle vise à faire des surélévations qui utilisent
des principes constructifs liés à la filière sèche, bien évidemment, alors à la filière bas carbone, biosourcée, mais qui surtout fait la part belle à la valorisation de l'existant en essayant d'avoir une gestion assez vertueuse des ressources existantes. Voilà, ça, c'est vraiment le point de départ. Chez UpFactor, on a décidé de compléter l'offre que j'offrais au démarrage en tant qu'architecte d'un panel de solutions, c'est-à-dire bien sûr l'expertise architecturale, l'expertise technique avec de l'ingénierie, mais également l'expertise juridique et financière pour être capable d'emmener nos clients dans une démarche de montage d'opérations. Tout ça autour d'une techno digitale qu'on a développée donc, vraiment depuis l'origine, qui permet donc la détection du foncier aérien à grande échelle. Alors, on va y revenir. L'enjeu, c'est d'identifier, via cet outil qui s'appelle UpFactor GeoService, toutes les opportunités qui sont disponibles en l'état et en application des règles d'urbanisme. L'idée, c'est de détecter les potentiels, c'est de sélectionner ces potentiels ensuite avec des critères et être capable de faire un matching entre des besoins et des opportunités, et d'être ainsi en capacité de faire de la mesure de la surface constructible. Cette mesure de la surface constructible, elle est opérée de deux façons. Premièrement, on reconstitue la hauteur des bâtiments et la forme des toits via l'analyse des données aériennes, notamment LIDAR et photogrammétriques qui sont générées par les métropoles. Alors en quelques mots, c'est un relevé laser de toutes les hauteurs de bâtiments. On a des algorithmes qui reconstituent ces hauteurs et qui permettent d'en extrapoler notamment les hauteurs de façade, hauteurs à partir desquelles, généralement, les règles d'urbanisme sont appliquées. Deuxième étape, l'application des PLU. Cette application des PLU, aujourd'hui, nous, on le fait d'une manière assez on va dire, pragmatique en appliquant 4 grandes règles. La règle de hauteur, la règle de gabarit, la règle d'implantation par rapport aux limites séparatives et de distance entre les bâtiments. À partir de ces 4 règles, on a à peu près le 80-20 des règles, et surtout, c'est des règles arithmétiques qui peuvent être appliquées de manière automatique sur toutes les emprises bâties, bâtiment par bâtiment, parcelle par parcelle. Cette espèce de grand entonnoir et cette analyse un peu du macro jusqu'au micro, aujourd'hui, on a essayé d'en faire on va dire un produit que je vais essayer de vous illustrer. Donc, premièrement, on analyse un patrimoine à grande échelle, c'est-à-dire qu'un propriétaire peut nous donner sa liste de patrimoine, on l'intègre dans notre outil et on lui détecte automatiquement tous les bâtiments où il reste des mètres carrés à construire. Deuxièmement, on est capable de faire un matching à l'adresse, c'est-à-dire qu'avec une simple adresse, on rentre cette adresse et automatiquement, il va nous sortir le reste à construire, les nombres de niveaux qui vont être générés et potentiels, avec ensuite un résumé des règles à l'adresse. Alors, toute cette démarche nous a permis en 2019 de faire une première levée de fonds auprès d'acteurs institutionnels, notamment la Banque des Territoires, qui a vite compris que ça pouvait être un outil qui serait extrêmement intéressant à développer pour la filière du logement social, bien sûr, comment trouver des logements sociaux au plus près des besoins sans artificialiser les sols, mais également des acteurs comme la région Île-de-France, bien évidemment, qui, dans le cadre de son développement et de l'optimisation, on va dire, de ces zones construites par rapport à ces zones naturelles, se pose naturellement la question de revisiter le patrimoine construit et le patrimoine existant. Alors, cette première levée de fonds nous a permis aujourd'hui d'adresser un marché globalement de 3 ordres. Et de manière un peu, on va dire, du plus général au plus particulier. Des métropoles et les collectivités locales qui ont une envie de relire notamment leur PLU, puisqu'une des grosses, on va dire, question qui a été posée au départ, c'est que finalement les métropoles, quand ils rédigent un PLU, ne connaissent pas le nombre de mètres carrés qui sont capables de générer par l'application de ces règles. C'est assez fou ce que je raconte, mais c'est la réalité. Et nombreux de nos clients nous ont dit qu'ils étaient dans l'incapacité de se positionner. Deuxièmement, les bailleurs sociaux, je l'ai évoqué déjà. Et enfin, les copropriétés et les opérateurs promoteurs, rénovateurs de l'immobilier qui aujourd'hui cherchent des opportunités, de valorisation et d'opportunités de création de logements. Alors, en 3 ans, on a travaillé sur, on va dire, un certain nombre de territoires. On a vraiment travaillé sur, on va dire, à peu près toute la France et on va dire les 10 plus grandes métropoles françaises, avec 4 zooms, et je vais essayer de vous faire quelques illustrations très pragmatiques.
Notamment, la première métropole à nous avoir fait confiance de manière globale, c'est la métropole de Strasbourg. Je le tiens à souligner parce que c'est un engagement très fort qui a été pris par les élus de l'Eurométropole pour dire, nous aujourd'hui on a un territoire très large et il n'est plus pensable d'artificialiser de nouveau pour répondre aux besoins de développement de notre collectivité. Comment s'y prendre? Ils nous ont demandé d'analyser massivement tout le territoire. Ce qu'on a fait, c'est un peu plus de 100 000 emprises bâties qui ont été analysées et on a visualisé la règle urbanisme par la génération de tous les prospects et de tous les, on va dire, les enveloppes capables que pouvait générer un facteur géoservice. On les a ensuite remis en visualisation via Google Earth et on a montré à l'Eurométropole tous les mètres carrés qui étaient exploitables bâtiment par bâtiment, adresse par adresse, en leur montrant à la fois des potentiels très intéressants, des problématiques par exemple de règles comme vous voyez sur le bâtiment qui est situé à droite, où on a un bâtiment avec un potentiel coupé en deux, bon, ben, on voit bien qu'il faut modifier la règle pour que cette règle puisse s'appliquer correctement. UpFactor agit à la fois en tant que révélateur du potentiel, mais aussi en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage pour la collectivité en vue d'aller modifier certaines règles de son PLU. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette première analyse? On est en train de finaliser l'étude avec eux en faisant des analyses sectorielles, mais déjà, en l'état, on a trouvé un peu plus de 16 000 bâtiments, 16 500 bâtiments pour être précis, qui sont potentiellement surélevable, c'est-à-dire en application de la règle en vigueur. Donc là où on nous dit « Ah oui, mais c'est compliqué, on n'arrive plus à construire, on n'a plus d'opportunités de faire », si. Par contre, c'est des opportunités avec des complexités et avec surtout des devoirs, puisque l'engagement, c'est bien sûr de réhabiliter et de réinterroger ces bâtiments existants. Petite stat intéressante également, 40% des bâtiments publics sont situés en dessous à la fois des hauteurs autorisées par le PLU, mais également des hauteurs des bâtiments voisins. Et ça, c'est très important parce que ça montre vraiment que pendant longtemps, on a construit de manière très, on va dire, facile, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne se posait pas la question de l'application de la règle et on construisait uniquement en fonction des besoins. Cette démarche, elle a été également proposée à la métropole de Lyon, où on a fait un focus très précis sur le logement social. Où là, la demande était de dire comment on atteint les 25% de la loi SRU. Voilà. On a pris l'intégralité des logements de la ville de Lyon, 51 000 logements sociaux, avec ces différents acteurs, notamment Grand Lyon Habitat, bien évidemment, Aliad pour le groupe Action Logement. Et on a scanné à grande échelle tous les potentiels. Et là, on leur a trouvé simplement 3 000 logements à réaliser immédiatement, sans aucune dérogation, juste en application de la règle d'urbanisme. Ce qui a permis à Renaud Père, l'élu de la métropole en charge de l'urbanisme et de l'habitat, de demander à tous les bailleurs sociaux de se positionner sur la base de ce potentiel en leur proposant 3 projets de surélévation pour l'année 2022-2023. Ça, c'est très important parce qu'on voit bien que là, notre rôle à nous, ça a été de faire une action de révélation, de montrer vraiment les potentiels. Et derrière, on accompagne les acteurs comme par Opalia d'Habitat, qui a été un des premiers à se lancer dans la piste, où on a analysé une partie de ces potentiels. On en a ressorti un premier démonstrateur très intéressant, qui est à l'angle de la rue Feuillée-la-Cassagne pour les Lyonnais qui pourraient être parmi nous, dans le 3e arrondissement, dans lequel on va créer un peu plus de 20 logements, où ça va être l'opportunité pour ce bailleur social de créer à la fois des nouveaux logements, mais également de compléter son offre locative en créant des logements pour les jeunes actifs en complément de son offre de logement social. Donc là, on voit bien que c'est un enjeu majeur qui a été de montrer les potentiels et ensuite d'accompagner, en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, un maître d'ouvrage vraiment dans la valorisation de son déjà construit, donc de son patrimoine. Pour aller un peu plus loin, là encore, sur le marché de l'été, puisqu'en gros, on a vu les métropoles, on a vu ensuite les bailleurs sociaux. La copropriété aujourd'hui, je l'ai déjà dit, c'est un peu plus d'un bien sur deux en France. C'est environ 700 000 copropriétés en France, avec un peu plus de la moitié, de 300 000 d'entre elles dans les grandes métropoles, les 10 plus grandes métropoles. Après une première analyse brute, on a à peu près 10% de ces copropriétés qui sont éligibles à la surélévation. Et sur ces 10%, en fait, on est en train de faire le recensement de toutes les étiquettes EFG. Je ne vous cache pas qu'il y en a plus de la moitié qui sont quasiment EFG. Ce qui est très intéressant,
c'est qu'on a essayé de se positionner pour ce marché de la copro un peu différemment, en essayant de se positionner vraiment en tant que tiers de confiance, puisque les copropriétaires n'étant pas des professionnels de la maîtrise d'ouvrage, à l'inverse des métropoles ou des bailleurs sociaux, il faut les accompagner dans une relation avec un promoteur qui viendrait acquérir les droits à construire en vue de financer la rénovation globale de l'immeuble. Nous, on s'est positionné AMO en étant rémunéré au succès et en étant capable d'accompagner d'un côté la copropriété sur la perception de son potentiel et également une valorisation de ses droits à construire, et de l'autre côté le promoteur en alignant les intérêts finalement de la copropriété et en amenant une copropriété ayant l'envie de faire une surélévation pour financer une rénovation globale. Alors, cette démarche qui paraît un peu saugrenue, parce qu'on connaît tous le monde de la copropriété, c'est très complexe, très compliqué à manœuvrer, on a quand même réussi en travaillant principalement avec les syndics de copro. C'est-à-dire qu'on a analysé massivement le potentiel, par exemple, d'un gestionnaire de copropriété comme Auralia, où on a été capable d'analyser très rapidement tous les potentiels de surélévation. C'est un peu plus de 740 bâtiments qui ont été analysés avec un peu plus de 740 bâtiments qui ont été détectés avec un potentiel de surélévation sur 3700 adresses environ. Ça a donné, par exemple, ce très beau projet que l'on mène aujourd'hui à Paris pour une copropriété qui est donc rue de Sèvres dans le 15e arrondissement, où la surélévation de 3 étages va permettre le financement d'une rénovation globale à hauteur de 910 000 euros. Cette petite copropriété aujourd'hui est un peu en déshérence, avec des besoins de travaux importants, bien sûr énergétiques, mais aussi de parties communes. Il n'y a pas d'ascenseur. L'enjeu, c'est vraiment de proposer une remise à jour de l'existant en proposant une valorisation de l'immeuble et en fléchant finalement le gain des droits à construire directement sur la rénovation du bâtiment existant. Et on génère ainsi 6 nouveaux logements qui sont directement réalisés et commercialisés par un opérateur promoteur. Ça marche également donc à Lyon. Je reviendrai éventuellement sur d'autres exemples, mais ça marche aujourd'hui dans toutes les plus grandes métropoles et on porte des projets à Lyon, à Lille, à Nantes, à Strasbourg, bien sûr, et à Nice, où on vient d'analyser le potentiel de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Pour terminer, et de manière à laisser la place à des questions, parce que je pense qu'il doit y en avoir plein, l'idée, c'est aussi de travailler avec cette notion de construction hors site. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un des enjeux pour la surélévation, c'est de limiter le temps de chantier, de manière à ce que l'on puisse travailler en milieu occupé. C'est une des complexités de ce mode de faire et de ce mode de valorisation du bâtiment existant, c'est de travailler donc en milieu occupé. Aujourd'hui, on porte, donc, avec le partenariat avec Viry et le CTICM, un projet d'innovation d'avenir dans lequel on est financé par à la fois l'ADEME et labellisé par le pôle Fibre Énergie Vie, dans le cadre d'un projet qui va de la détection en passant par la conception et la réalisation industrialisée de projets de surélévation et de rénovation globale. Voilà. Cette démarche, on voit bien qu'elle coche aujourd'hui toutes les cases. Et elle nous permet, on va dire, de compléter toute l'offre de détection, d'accompagnement et d'AMO que l'on a apporté jusque-là auprès de nos différents clients. Voilà, pour terminer, aujourd'hui, cette notion du foncier aérien, après 5 ans, entre guillemets, un peu depuis la création de Factor, au départ, on prêchait un peu dans le désert. On est aujourd'hui dans une phase beaucoup plus, on va dire, prolixe, puisqu'on est invité à parler de ce sujet à plein de sujets, on contribue à des ouvrages, voilà, on vient contribuer notamment à un ouvrage sur la ZAN qui sera publié la semaine prochaine avec CityLink, on sera au World Impact Summit à Bordeaux pour parler de la densification douce par la surélévation, voilà, au mois de décembre, et voilà, l'idée c'est aussi je profite d'aujourd'hui pour parler d'une publication qui aura lieu aux éditions du Moniteur sur la surélévation des bâtiments, qui paraîtra donc en début d'année prochaine et que j'ai coécrit avec Géraldine Boucher-Blancou, qui est docteur en architecture et en urbanisme, qui a travaillé vraiment sur cette thèse de la surélévation comme outil de financement de la rénovation globale. Et donc, on présentera lors d'une conférence à Strasbourg, sans doute autour du 20 février. La date est à confirmer. Et voilà. Voilà un petit peu l'expérience UpFactor en quelques mots et de manière très rapide. Voilà.
Ok, bah merci, c'est très clair. On va regarder un peu les questions et commentaires qui ont pu être déposés sur le chat. Euh, donc là, on en a un. Comment vous traitez avec le bâtiment existant où souvent la configuration de l'immeuble, de la structure ne permet pas au premier abord la surélévation? Alors, ça, c'est donc dans l'analyse automatique, bien sûr, on n'a pas l'information, hein. C'est-à-dire que c'est une analyse qui se fait dans un second temps. Généralement, alors on travaille sur plusieurs critères, hein. Alors, en premier lieu, bien sûr, le critère de structure. Aujourd'hui, on est capable de faire des surélévations à la fois en travaillant avec les bâtiments existants et leur capacité structurelle. Généralement, on se rend compte qu'au-delà de 30% de la surface du bâtiment existant, on n'arrive généralement pas à construire sans renfort vraiment important de structure, hein. La plupart du temps, dans ce cas-là, au-delà, on travaille avec des structures rapportées. Donc, c'est très complexe à mettre en œuvre en milieu urbain contraint, hein, parce que notamment les limites séparatives et les emprises sont contraintes. On arrive à le faire quand même. Par exemple, sur le projet de la rue de Sèvres, on n'a pas d'ascenseur. On a une problématique structurelle, mais on a une valeur immobilière qui est très forte et qui nous permet de faire notamment des engravures sur les façades existantes et d'intégrer des structures au cœur des murs existants. Et tout ça en milieu occupé. Ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, c'est juste une question d'investissement. C'est-à-dire qu'on construit plus, on construit avec un prix de revient du coup qui est beaucoup plus important. Voilà. Je tiens juste à donner une Pardon, allez-y. Non, une des données complexes quand même à opérer, c'est les problématiques de sécurité incendie. Puisque aujourd'hui, on a notamment dans plusieurs métropoles et notamment à Paris, une problématique avec toutes les constructions bois, puisque la plupart des réglementations incendie notamment ont été conçues à des moments où la construction était principalement en béton armé. Dans une surélévation, on fait très peu de béton armé. Donc en fait, on a une appréciation complémentaire des services instructeurs incendie, qui est souvent une vraie complexité à opérer et donc qu'il faut traiter au cas par cas, malheureusement, une fois qu'on a détecté les potentiels de surélévation. D'accord. Et donc, je rebondis sur la question. Donc, les surélévations, principalement en structure légère, j'imagine, bois, métal? Tout à fait. Aujourd'hui, on est sur des mix de systèmes constructifs, hein. La plupart du temps, effectivement, bois et métal. Le métal sert souvent, on va dire, de base d'infrastructure pour des planchers de répartition ou des ossatures primaires. Et le bois, bien évidemment, pour travailler avec un système, on va dire, plutôt de remplissage de façade ou de modules. Je vois qu'il y a une question qui arrive sur la question des modules bois et de l'ossature bois. Alors aujourd'hui, notamment, nous, on travaille bien sûr avec toute la filière hors-site, hein, et hors-site en particulier. On a eu plusieurs échanges avec des constructeurs qui travaillent sur ces volumes et on va dire, ces volumes préfabriqués. On apporte également une expertise spécifique sur le modulaire 3D et la surélévation, puisqu'en gros, à chaque fois, on cumule un petit peu les complexités. Et on a notamment répondu à un appel d'offres récemment pour un bailleur social des Hauts-de-France pour l'accompagner sur une démarche à la fois d'accompagnement de détection des potentiels de surélévation et d'accompagnement à la réalisation en vue d'utilisation de modules préfabriqués. Voilà. Ok, donc à terme, oui, l'idée, c'est d'essayer d'aller aussi sur cette méthode hors site, qui en effet apporte énormément d'avantages pour les travaux en milieu occupé. Par contre, après, les détracteurs du hors site parfois évoquent justement avec la standardisation de ces constructions, peut-être la perte de l'identité du bâti, voilà, de faire quelque chose qui... Alors oui, alors la question, encore une fois, moi, le hors-site, c'est une boîte à outils, hein. C'est-à-dire que le hors-site n'est absolument pas, pour moi, un moyen de figer les formes ou quoi que ce soit. Au contraire, l'idée, c'est de répliquer les systèmes constructifs et de les mettre en œuvre de manière, on va dire, de manière, comment dire,
en pleine liaison avec le bâtiment existant, puisqu'à chaque fois, de toute façon, nous, on a une réflexion qui se porte bien sûr sur le potentiel, ensuite sur la constructibilité, mais ensuite, on travaille avec l'existant. Donc, il y a une analyse qui est faite soit avec nos équipes d'architectes en interne ou avec des architectes externes avec qui on travaille en partenariat sur nos projets, puisqu'aujourd'hui, on est vraiment rentré dans une phase de déploiement finalement de la solution et où on a de nombreux architectes partenaires qui nous accompagnent pour essayer de mettre en œuvre ce genre de projet. Voilà. D'accord, ok. Donc par contre, sur les projets qui ont déjà été faits, il arrive qu'il y ait des reprises en sous-œuvre, des renforcements de fondation. Enfin, c'est pas parce qu'il y a un renforcement de fondation nécessaire que vous n'y allez pas. Ça se fait aussi. Oui, bien sûr, ça se fait. C'est une question. Je vois qu'il y a des questions aussi sur les coûts. Alors effectivement, partout où le mètre carré on va dire, est très élevé aujourd'hui, naturellement, la surélévation est une véritable solution. Avec un prix du mètre carré élevé, on peut se permettre de construire à des prix de construction qui nous permettent d'intégrer des renforts de structure, y compris en milieu occupé. Voilà, donc ça, voilà. Mais on est sur des ratios. Je ne vous cache pas qu'on a certains projets, notamment à Paris, dont le prix de construction dépasse les 5 000 € du mètre carré. Mais ça, c'est parce que les conditions sont particulières et parce que le prix, on va dire, de revente, ou en tout cas de valorisation, est très élevé. Cette démarche, aujourd'hui, entre guillemets, sur le prix de revient des opérations, c'est quand même un point important parce que bien sûr, il y a l'équilibre économique immédiat qui est celui de l'opérateur ou du promoteur immobilier, sauf que dans le cas notamment de projets pour les bailleurs sociaux ou pour les métropoles, on commence à prendre en compte le prix environnemental, entre guillemets, le coût environnemental de la démolition-reconstruction et du surcoût nécessaire à l'investissement en travaillant en surélévation. Et c'est pour ça que d'un seul coup, on se retrouve à travailler sur des métropoles avec des valorisations plus basses, mais où on interroge aussi le mode de sortie de nos projets. C'est-à-dire qu'au lieu de sortir avec un achat-revente en promotion immobilière, on se rend compte que certains acteurs commencent à réfléchir à travailler avec des modes de détention plutôt en mode foncière ou en mode BRS, où un bailleur social pourrait faire de l'accession sociale, par exemple, sur le toit des logements sociaux. Et où là, d'un seul coup, on n'est plus sur les mêmes équations, on va dire, de valorisation, on n'est plus sur les mêmes équations de prix de revient, et d'un seul coup, on élargit ainsi le nombre de projets réalisables qui ne sont plus uniquement liés à, on va dire, une valeur et un delta entre prix de revient et prix de revente. Voilà. Ok. Donc tout ça est très lié en effet à la localisation et au prix Bien sûr. de l'immobilier. Comment les ABF perçoivent la démarche et collaborent sur les projets concernés? Alors c'est une très très bonne question. Excusez-moi, c'est bon, on va récupérer. Pas de souci. Le courant chez moi. Pas de souci. Pas de problème. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Pardon, désolé, je reviens. Pas de souci. On était sur les ABF, voilà, sur l'acceptabilité. Ouais. Alors complètement, l'acceptabilité pour les ABF aujourd'hui, c'est une vraie complexité. Donc du coup, notamment, c'est pour ça qu'on fait ce travail avec les métropoles. C'est que du coup, on embarque avec nous le pouvoir politique et les politiques dans la démarche. C'est-à-dire que on intègre le gisement potentiel, on le montre très en amont on va dire, aux architectes des bâtiments de France et aux politiques, de manière à opérer des projets où on a un consensus. Par exemple, dans le cas de Strasbourg, on a bien sûr enlevé tout le secteur, les ZPPAUP, toute la zone classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et ainsi de suite. On a enlevé toutes ces zones-là pour ne pas justement crisper, on va dire, certaines sensibilités. Aujourd'hui, les architectes des bâtiments de France, en fait, ils sont bien sûr dans le cadre de leur protection du patrimoine, mais aussi ils sont très heureux qu'on s'intéresse enfin aux bâtiments existants et que quelque part, on apporte des solutions de valorisation pour que le patrimoine vive. Voilà. Donc, encore une fois, les choses se font au cas par cas, pas à pas, mais globalement, on a plutôt un accueil plutôt favorable. Voilà. D'accord. Alors, j'essaie de reprendre depuis le démarrage. Donc, avez-vous une idée des coûts d'études préalables, archi, diag, ono, etc. Alors, ça, c'est un véritable sujet qui, aujourd'hui, est porté chez UpFactor à risque
parce que justement, on voit bien qu'aucune copropriété, notamment, n'est capable de financer les 60, 70 000, 80 000 euros que parfois des études de diagnostic indispensables, d'études de sol, d'études de structure ou de relevés de géomètre que l'on doit réaliser dans le cadre d'un projet de surélévation. Donc nous, on a mis en place une offre qui est liée à la création de valeur, hein, qui nous permet d'embarquer et d'être rémunéré sur cette démarche. Par contre, ça limite aussi notre capacité d'intervention. On a fait une levée de fonds. L'idée, c'est quand même d'en faire un certain nombre, de réaliser des démonstrateurs et de réaliser les premiers de manière à financer les seconds. Voilà, et ainsi de suite. Donc, on a des maîtres d'ouvrage qui commencent à réfléchir à ça, qui commencent à prendre, on va dire, un peu la mesure, et certains promoteurs notamment commencent à monter des véritables démarches de promoteurs rénovateurs, et où eux, ils sont capables de porter ces investissements, y compris à risque, sur certains projets. Voilà. D'accord. Et donc, si on peut faire, si vous pouvez juste rapidement nous faire le déroulé, en fait, classique d'un projet, justement, avec quand on a un opérateur immobilier. Ça se passe comment ? Alors, si je prends l'exemple de la copropriété, je vois qu'il y a une question aussi sur les règles de majorité, on va en profiter. Nous initialement, on a détecté via l'outil logiciel, par exemple, le patrimoine d'un gestionnaire de copropriété, on a analysé, on a trouvé un potentiel. Ce potentiel est présenté au conseil syndical de l'immeuble. Ce conseil syndical valide l'opportunité d'étudier une surélévation, et dans ce cas-là, signe un premier contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec UpFactor en vue de réaliser une étude de surélévation et de rénovation globale de l'immeuble. À partir de là, on est capable d'étudier donc la possibilité. Ça se vote à l'article 25, c'est-à-dire dans toutes les zones, donc la majorité absolue des copropriétaires. Ça, c'est une des évolutions de la loi Allure et de la loi Elan, puisqu'auparavant, on avait un article, ce genre de projet était voté à l'article 26, c'est-à-dire la double majorité. Donc ça, c'est une première évolution. Une fois qu'on a eu, on va dire, l'accord de la copropriété, on se lance donc dans les études et on travaille avec la copropriété sur son programme de travaux, sur ses besoins, la rénovation du système de chauffage, les besoins en isolation, les possibilités, on va dire, d'amélioration du bâti existant, et ainsi de suite. Ce qui est corrélé directement au potentiel de surélévation, où on identifie le nombre de mètres carrés qu'on est capable de générer, l'impact que ça va avoir sur le bâtiment existant, la création d'un ascenseur, le raccord avec la cage d'escalier, la prolongation des réseaux, et ainsi de suite, de manière à faire ce qu'on appelle, nous, un bilan à rebours, c'est-à-dire qu'on établit tous les frais que générerait un projet de surélévation et de rénovation globale, de voir combien il reste à la fin, une fois qu'on vend ou qu'on met en location les fameux biens créés en surélévation. Et cette marge finale, on la redécoupe ensuite entre la marge nécessaire au promoteur, que nous, généralement, on limite à 10% de marge nette pour le promoteur immobilier, et tout ce qui dépasse, quelque part, c'est 10 à 15% du chiffre d'affaires de l'opération qui revient à la copropriété pour financer les travaux, les travaux de rénovation. Voilà, tout à fait. Voilà un peu le déroulé. Alors, une fois qu'on a fait ce bilan, on peut amener ça à une deuxième assemblée générale de copropriété, où là, on amène un opérateur promoteur qu'on aura soit sourcé en amont, soit mis en concurrence, ça dépend des fois. Cette démarche peut être, apportée par les copropriétaires directement, ils peuvent nous amener des promoteurs. Et donc, on amène une seconde assemblée générale dans laquelle on fait voter une promesse de vente du droit à construire sous conditions suspensives d'obtention d'un permis de construire. Voilà, tout simplement. Et une fois qu'on a obtenu ce permis, choisi le promoteur, nous, UpFactor, on accompagne la copropriété en tant qu'AMO dans la réalisation du projet, où on est là pour assurer ce rôle de tiers de confiance entre le réalisateur des travaux et de la surélévation, qui va les commercialiser, et la copropriété qui, elle, va récupérer les bénéfices, soit en argent sonnant et trébuchant, soit en réalisation de travaux directement. Voilà. Ok, très bien. La réalisation des travaux de rénovation énergétique, est-ce que ça correspond à une condition suspensive dans l'acte de VFA qui est signé avec le promoteur ? Alors, les travaux, la réalisation des travaux, pour s'assurer qu'ils soient réalisés ?
Complètement, c'est une condition suspensive, c'est-à-dire, pour la copropriété, c'est-à-dire que le promoteur va payer les droits à construire, sous réserve que, des travaux de rénovation, seront bien engagés par les copropriétaires. OK. On a une question là qui vient d'arriver. Comment pouvez-vous garantir une marge? Le DCE est fait très en oui, le DCE est fait très en amont. Mmh. Bah, c'est tout simple, c'est-à-dire qu'en gros, on travaille avec des systèmes de surperformance, c'est-à-dire qu'on sécurise les bilans, autant que possible en intégrant, les intérêts de chacun, de manière à ce qu'on puisse, avoir des clauses de surperformance, en fin d'opération, de manière à généralement, on sécurise à la fois sur le prix de vente des opérations, on sécurise sur le prix de revient des opérations. Des fois, on a des petites surfroides, hein. Je vous cache pas qu'en ce moment, avec, une inflation à 8 et une hausse des coûts de plus de 12 en moins de 8 mois, on a des surfroides des fois, mais globalement, on voit qu'on arrive malgré tout à s'en sortir. Et par exemple, on aime bien nous mettre en place cette clause de surperformance qui dit que, si, on arrive à vendre plus cher les appartements, bah, il y a un juste retour qui est bien sûr, pour le promoteur, c'est indispensable, c'est lui qui fait le travail de commercialisation, mais également pour la copropriété parce qu'on va pouvoir valoriser un peu mieux son droit à construire. Voilà. D'accord. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Quelle est la durée minimum et moyenne de vos projets déjà réalisés? Alors nous, on existe donc depuis 5 ans. On a livré 5 projets, complètement aujourd'hui. Bon, c'est un peu atypique parce qu'on a eu, l'année de Covid et l'année 2021, au milieu, hein, mais globalement, on est sur des timings entre 24 et 36 mois, de réalisation. En dessous, clairement, moi, je sais pas faire, parce qu'il faut savoir qu'on a au moins 12 mois de concertation avec la copro, voilà, et qu'aujourd'hui, on obtient des permis entre 6 et 8 mois, dans beaucoup de cas, quoi. Donc, voilà, donc ça, c'est un vrai sujet. OK. Alors, je vois qu'il y a, une question intéressante sur, si je déroule, tac, tac, tac. Vous vous considérez présenter comme une startup PropTech. Est-ce que les détections des volumes constructifs sont liées à des exclusivités? Alors, en fait, on a plusieurs phases. C'est-à-dire qu'on est capable de détecter pour nos clients des potentiels de surélévation qu'ils mettent en œuvre par eux-mêmes et en accompagnement, on va dire, et sans accompagnement complémentaire. Ça, on est capable de le faire et on le fait au quotidien. Derrière, on voit bien que la plupart de nos clients, en fait, nous sollicitent pour la détection, mais ils nous sollicitent aussi surtout pour l'accompagnement de la copropriété. Parce qu'en fait, en tant qu'opérateur promoteur, ils ne sont pas en capacité de passer du temps et surtout d'avoir l'approche de manière à pouvoir faciliter l'acceptabilité de tels projets, notamment en copro. Voilà, donc nous, on a essayé de monter une vraie méthodologie d'accompagnement qui est très calée sur celui des AMO, de la rénovation énergétique, hein, bien évidemment. Et on travaille d'ailleurs en collaboration avec un bureau d'études qui s'appelle Rhizome, hein, qui lui a l'habitude de ça et qui marche, et qui en tout cas est très, très efficace sur ce genre d'opération. Voilà. Aujourd'hui, vous faites des surélévations sur des bâtiments de logement uniquement? Puis on a une question sur les bâtiments industriels. Alors effectivement, aujourd'hui, venant du logement social et on va dire du logement en particulier en tant qu'architecte, naturellement, je me suis porté sur ce sujet en premier avec justement, cette question de la création de logements, en milieu tendu. Aujourd'hui, notamment dans le travail qu'on mène pour les métropoles, on a été amené à travailler sur d'autres types de bâtiments. Des bâtiments avec, plutôt, on va dire des structures commerciales, donc des bâtiments en entrée de ville, des problématiques aussi de bâtiments de zones artisanales ou de zones d'activité, où là, en fait, la volonté de la collectivité, c'est de travailler sur de la mixité d'usage. On a notamment un cas très intéressant à Strasbourg où on a détecté un potentiel très important sur une zone d'activité qui est entière, qui n'est uniquement, qui n'est qu'une zone de bureau. Et cette zone de bureau, elle dispose d'un accès au tram, d'un accès à un parking immense, mais qui est utilisé que 8 heures par jour. Voilà. Et donc, la question, c'est de dire comment on peut proposer de la mixité d'usage sur ces bâtiments-là, qui sont pourtant en copro. Voilà. Et donc, on sollicite ainsi, on a envisagé, avec la métropole, de mettre en place une démarche pour accompagner ces propriétaires dans la valorisation de leur patrimoine en mixité.
Voilà, donc on ne l'a jamais fait, mais c'est en train d'arriver. D'accord, ok. Je pense qu'on a déroulé les questions. Moi, j'avais une question aussi parce que quand on parle de rénovation thermique, on a le sujet nous, qui revient dans nos discussions assez souvent, le sujet des aides, des subventions. Sur vos projets, Didier, comment ça se passe? C'est vous qui prenez en charge ce sujet-là ou... Alors, bon, la plupart du temps, on travaille avec soit on est en capacité de faire l'AMO, on a un partenaire généralement au niveau de l'AMO rénovation globale et rénovation énergétique. Donc ce partenaire, en fait, c'est lui qui fait l'ingénierie financière et notamment qui fait tout le travail sur les aides financières. Là, on a un projet, par exemple, en ce moment, on va dire à Gaillard, donc en Haute-Savoie, où on voit bien que il y a un reste à charge sur une importante rénovation énergétique, mais où on voit que les aides mobilisables vont permettre d'aller chercher un peu plus de 50% de ce reste à charge. Donc, on voit bien que c'est très, très, très important, sachant qu'il faut bien comprendre que le droit de surélévation, la valorisation de ce droit de surélévation est cumulable aux aides à la rénovation énergétique. Donc ça, c'est très intéressant. Ça peut vraiment être un moyen de faire passer des projets dans des situations des fois complexes, de copro en difficulté ou de copro avec des problématiques de paiement de charges notamment. Voilà. Ok. Oui, parce que c'est quand même un sacré sujet et je pense que aujourd'hui, on se rend compte que ça décourage un certain nombre de personnes il y a un sujet d'amélioration du système des aides et de compréhension globale parce qu'il y a quand même ce gros potentiel qui permettrait quand même d'actionner beaucoup de choses. On a une nouvelle question. Est-ce que la démolition du bâtiment à surélevé devient finalement la solution retenue? Alors, en 5 ans d'expérience, on a un sujet qui a été, après avoir étudié la surélévation d'un bâtiment existant, on a été amené à étudier sa démolition-reconstruction. Mais encore une fois, comme on travaille beaucoup en copropriété, il faut savoir qu'une démolition-reconstruction, ça se vote à l'unanimité, c'est-à-dire avec une vraie complexité de mise en œuvre. Parfois, ça peut être la meilleure façon de faire. Sauf que, encore une fois, on se retrouve dans une logique d'appréciation du coût environnemental, finalement, aussi du bâtiment, et où on voit que, finalement, le coût de la démolition en milieu, après avoir relogé tout le monde, après avoir payé des indemnités, après avoir finalement traité les déchets de la démolition, et ainsi de suite, voilà. Peut-être que c'est pas la bonne solution. Voilà. Ok. Sur les rénovations thermiques de ces bâtiments qui sont surélevés, est-ce que c'est systématiquement une réno globale ou non? Encore une fois, on rentre dans le calcul du prix de revient et de l'équilibre global du projet. Alors, faut savoir que initialement, on espérait, on était un peu des utopistes chez UpFactor, on pensait qu'on allait financer 100% des besoins et 100% des travaux. Rapidement, on s'est vite rendu compte qu'on participait au financement des travaux, mais qu'il y avait souvent un reste à charge. Sachant que l'enjeu pour obtenir les aides, c'est d'atteindre un certain niveau, c'est-à-dire de gagner 2 étiquettes, d'avoir un moins 35% sur les consommations de l'existant. Nous, on essaie de pousser les copropriétaires, dire vous avez une chance unique, vous allez le faire qu'une fois dans la vie de votre immeuble, c'est de pouvoir le surélever. Donc, il faut en profiter pour aller mettre au goût du jour votre immeuble et en tous les cas être capable de l'amener dans une véritable stratégie de rénovation globale en atteignant, on va dire, l'étiquette la meilleure possible. Donc, l'idée, c'est plutôt d'accompagner les gens dans cette démarche-là en leur disant que ils ont une opportunité de faire mieux grâce à la surélévation. Voilà, c'est vraiment important. Voilà. Alors, on galère dans les projets avec des résidences secondaires. On a quelques projets en montagne, notamment. On voit bien que l'immobilier de montagne et l'immobilier de loisirs en particulier est très, très, très énergivore et vraiment avec de grosses problématiques en ce moment. Comment faire accepter à un propriétaire d'un 20 mètres carrés dans une station de sport d'hiver qu'il va falloir mettre 25 000 € dans la rénovation de son immeuble? Ça paraît très complexe. Ouais. Là, on a quelques leviers où on peut prendre en charge 50% de ses besoins. C'est quand même déjà pas mal.
Ouais, ouais. Et après, en termes de charges, à long terme également, hein, en rajoutant des logements, enfin voilà, c'est un des arguments aussi Mm. dans le choix et voilà, dans la prise de décision. Complètement. Alors, j'ai une question intéressante auquel je veux bien répondre parce qu'elle est importante. Est-ce que Upfactor est rentable? C'est un sujet important. Oui, bah oui. Alors, Upfactor aujourd'hui n'est pas rentable. Pourquoi? Parce qu'on est dans une stratégie d'investissement. C'est bien pour ça qu'on a la Banque des Territoires à nos côtés et parce qu'on est en train de créer un marché. En fait, on est en train d'évangéliser tout un marché avec des acteurs qui sont plus ou moins intéressés par ce sujet. Intéressés parce qu'effectivement, il y a peu d'opportunités de faire, mais là, en quelques questions et on va dire en quelques dizaines de minutes, on a évoqué un peu toutes ces complexités. Donc, on voit bien qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer en disant qu'est-ce qu'on fait avec l'existant et comment on est armé pour travailler sur l'existant et comment on peut le valoriser. Alors, créer des mètres carrés complémentaires, c'est une des solutions. Dans beaucoup de cas, ce n'est pas possible. Hein. Donc, voilà. Donc ça, c'est un point important. Donc, on est dans cette évangélisation de marché, on est dans cette développement et prospection commerciale. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre à la fois aux métropoles que le foncier aérien est une ressource qu'il faut absolument prendre en compte dans le développement urbain, que les promoteurs immobiliers, il y a un rôle très important à jouer parce que demain, je pense que ça sera la majorité des opérations. Et enfin, pour tous on va dire les acteurs propriétaires d'actifs ou de biens, de regarder ce que vous avez déjà et c'est une des premières actions pour bien entretenir son immeuble et voir comment on peut le valoriser au mieux. Voilà. Investissement pour, oui, le futur, quoi. Le futur très proche. Exactement, c'est exactement ça. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que Didier, voulez-vous rajouter d'autres choses? Non, écoutez, c'est très bien. Je suis très heureux d'avoir pu vous présenter cette démarche. Hein. Vous l'avez compris, on est des passionnés du sujet. On essaye d'apporter de l'expertise, on va dire, à nos différents clients, apporter du savoir-faire, du retour d'expérience. Voilà, n'hésitez pas à consulter. On a un site internet en ligne qui est assez détaillé, qui explique un peu toute notre démarche. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir dans tous les prochains événements. Voilà. Donc, le prochain, c'est Bordeaux, c'est ça? Bordeaux, le World Impact Summit, et puis à Strasbourg, mois de février, avec la présentation de l'ouvrage sur la surélévation. Ok, très bien. Eh ben, merci beaucoup. Merci. J'engage tout le monde à aller donc sur votre site et puis à bientôt pour toutes ces thématiques passionnantes. Super, merci beaucoup. À très Merci. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.